Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je vous accueille avec le sourire. Pourquoi? Parce que je sais qu'on va passer un très bon débriefing F1 ensemble, parce qu'on a eu un très bon Grand Prix d'Azerbaïdjan où on ne s'est vraiment pas ennuyé. Il y en a des choses à dire, donc on va prendre le temps aujourd'hui de tout aborder. Et évidemment, Jean-Luc est avec nous. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Effectivement, là on a eu la carte totale avec les options. Des fois, on a pu te reprocher gentiment de nous avoir dit que c'était fabuleux, alors qu'on avait le sentiment que ça n'avait pas été le Grand Prix du siècle. Là, fabuleux, il s'est passé plein de choses. C'est le Grand Prix du siècle. En tout cas, pour l'instant, le Grand Prix de l'année. Voilà. Alors écoute, j'ai plein de questions évidemment, c'est une histoire aussi de clash, c'est une histoire de déroulement de Grand Prix, de déroulement un peu hors norme. J'ai pris plein de notes, on va essayer de tout retrouver dans l'ordre. Bon, écoute, si je veux quand même te lancer sur une question très générale pour rappeler le classement pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, Ricciardo qui s'impose devant Bottas et Stroll. Un podium que tu n'avais pas prévu, comme nous tous. Si, bien sûr. Non, je crois que c'était totalement impossible, compte tenu des positions de départ. Déjà Ricciardo qui était très déçu par ses qualifs, qui partait donc 10e. Lance Stroll qui s'était lui très bien qualifié. Et puis bon, Valtteri Bottas, c'était plus, on va dire, prévisible qu'il monte sur le podium d'une manière ou d'une autre, mais pas de cette manière-là. Non, parce que dès le départ, il est dans les profondeurs du classement. Ouais. Alors écoute, allez, on va y aller chronologiquement. Allez, on essaye. Le départ est marqué par un accrochage entre nos deux amis finlandais. C'est pas la première fois. Je m'en souviens déjà qu'on souriait un petit peu en voyant les deux Finlandais qui s'accrochaient régulièrement l'an dernier. Là, ils nous ont remis ça. Mais quoi qu'il arrive, la conséquence, c'est que Bottas est dernier. Ben voilà, écoute, de toute manière, effectivement, on a vu la manœuvre. Il tente un dépassement à l'intérieur, un peu audacieux, mais bon, où c'est plutôt Raikkonen qui l'attaque par l'extérieur. Il défend sa position, il rebondit effectivement sur le vibreur intérieur qui l'emmène la Mercedes sur la Ferrari. Là, c'est 100% de faute pour Bottas, pour être clair, 0% pour Raikkonen, mais comme tu le dis très justement, les deux hommes de glace, et bien là, effectivement, ça commence à mettre l'ambiance et Bottas, du coup, se retrouve effectivement dernier de ce Grand Prix. Voilà. Autre péripétie précoce dans ce Grand Prix, Ricciardo, justement, qui est affecté par un souci. Alors Ricciardo, effectivement, qui est lui aussi affecté par un problème. On a bien compris que ce départ était confusant, était compliqué. On a bien compris qu'il y avait ce goulet d'étranglement. On a bien compris qu'on a vu des morceaux de carbone qui volaient un petit peu partout. On a bien compris qu'il y avait des frictions et qu'il fallait défendre sa position et qu'effectivement, ça allait presque plutôt être un Grand Prix par élimination qu'un Grand Prix par victoire. Tu sais, c'est un peu comme ces rallyes ou le Dakar où faut pas commettre d'erreur, ou Indianapolis même, ou Le Mans, et où à la fin, ceux qui sont passés entre les gouttes se retrouvent aux bons endroits. Et c'était même pas ça cette fois-ci. Alors, par rapport aussi au contexte et peut-être au dessin même de ce tracé, alors tous ces morceaux de carbone, toutes ces neutralisations, tous ces restarts, etc., comme la piste très spécifique, comment tu juges tout ça ? Écoute, cette piste, elle m'avait pas enchanté l'an dernier, pour être très clair, et j'avoue que cette année, je lui ai trouvé, à cause peut-être ou grâce, plus exactement à ce Grand Prix mouvementé, je lui ai trouvé des vertus. D'abord, elle est contradictoire, c'est-à-dire qu'elle suppose de la part des pilotes et des machines des qualités contradictoires. Par exemple, de l'appui aérodynamique pour bien négocier, ou au mieux les courbes rapides, voire les courbes très lentes, même s'il n'y a pas beaucoup d'aéro dans beaucoup d'agilité, de dextérité, de fluidité de la part des monoplaces, et puis une grande vitesse de pointe, parce que même si on a été moins vite que l'an dernier, ce qui est normal, les voitures ont plus d'appui et sont plus larges, eh bien il faut quand même dépasser les 340 km/h, être capable d'exploiter le DRS de manière à prendre l'avantage sur un pilote qui te précède, avoir des moteurs rapides, bref, il faut des qualités pratiquement complètes et ça donne d'autant plus ensuite de valeur au podium qu'on a obtenu, parce que, et puis passer au travers des gouttes, et au travers des problèmes, ce qui était vraiment pas évident. Mais tous ces débris, cette safety car qu'on accuse de pas aller assez vite, tout ça, ça révèle un mal un petit peu plus profond ? Oui, indubitablement, je pense que les commissaires, et ça n'est pas leur faire hommage, on leur rend toujours hommage d'abord en disant ils sont courageux, ils y vont, mais moins qu'à Monaco, quoi, pour être clair. Là, c'est évident qu'on n'a pas profité de la première neutralisation qui est intervenue au 12e tour pour s'assurer qu'il n'y avait plus de débris de carbone à ce moment-là sur le tracé. Manifestement, il y en avait, on les voyait voler, donc on n'a pas travaillé comme on aurait dû le faire peut-être, vraiment en expurgeant déjà tout ce qu'il y avait sur le tracé. Ça n'a pas été le cas, d'où la deuxième qui est intervenue juste après pour d'autres raisons, on va y venir, mais ça veut dire qu'on n'a pas été suffisamment rigoureux sur le plan du tracé pour travailler, pour nettoyer. Alors maintenant qu'il y a des débris de carbone, alors j'en reviens à autre chose, tu sais que c'est un de mes dadas, qu'on arrête d'autoriser tous ces artifices aérodynamiques. Il y en a trop. Ça me rappelle le DTM à une mauvaise époque, les empilages aéros, mais c'est grotesque. Surtout que tu vois qu'après, les monoplaces qui en sont privés, qui ont un pet au casque dans la moustache avant ou à l'arrière,
elle fonctionne pratiquement aussi bien. Donc tout ça pour ça, non, il faut que la réglementation, je le répète, je le demande, FIA soit plus rigoureuse et qu'on ait moins d'empilage aérodynamique qui ne servent à rien, qui coûtent. Alors on cherche des solutions pour que ça coûte moins cher, ben, ça coûtera beaucoup moins cher aux équipes de passer moins de centaines ou de milliers d'heures en simulation et en aéro. Voilà. Alors là, toutes ces neutralisations, puis un drapeau rouge. Alors, safety car, virtual safety car, trop de neutralisation. Enfin, comment t'as vécu ça sur le moment, toi? Pas trop, parce Non. que tu as vu les crevaisons qui ont commencé à se produire pour plusieurs monoplaces. Donc je crois que les pilotes, alors on leur disait rouler au milieu de la piste, bah oui, évidemment, ça c'est une évidence. Sauf que quand tu dois chauffer tes pneumatiques parce que tu es derrière régime de safety car à 2 reprises en 4 tours, et on a bien vu que le problème c'était la température des pneumatiques et l'exploitation de ces pneumatiques, ils s'en sont tous plaints. Puisque si on revient en un mot sur les qualifs, c'est pour ça que Lewis s'était perdu une nouvelle fois le vendredi pour nous faire un tour de folie. On peut en dire un mot, 66e pôle. Oui, alors on l'a pas dit la dernière fois qu'il avait égalé Ayrton Senna, vous savez on n'a bien. pas assez insisté, c'est pour ça que je me permets de le faire. Tout à fait, donc c'est vrai, non, mais on aurait pu revenir sur les samedis, on a tendance à focaliser plus sur le Grand Prix, mais ça avait été un beau moment avec le casque offert. Magnifique, émouvant, réellement émouvant et somptueux et quelque part symbolique. Et je crois que voilà, on a toujours tendance un petit peu à dénigrer ce qu'on vit en disant c'était mieux avant. Ben non, là on vit quand même des moments formidables. Lewis Hamilton est un champion formidable, triple champion du monde, peut-être bientôt quadruple, enfin en tout cas ils sont au moins 2 à le vouloir, voire plus. Donc c'est génial. Et donc là Lewis a 66 pôles, il est sur la route de Michael Schumacher, il est à 2 pôles. Et moi je lui souhaite de l'égaler et de le battre évidemment très rapidement. Donc j'en reviens maintenant à ce que je disais. On a eu un Grand Prix, oui, exceptionnel, avec beaucoup de rebondissements. Et à partir du moment où la pole était assurée par les 2 Mercedes, moi le premier je me suis dit bon là ils sont intouchables. Là normalement s'ils gèrent bien, mais non. Un Grand Prix, c'est ça, avec un circuit atypique où, encore une fois, la largeur est d'à peine 8 mètres, alors qu'on nous dit, on nous bassine, avec tous les circuits Hermann Tilke, faut au moins 12 mètres partout. Bah non, heureusement, de temps en temps, il n'y a pas 12 mètres partout. Alors, heureusement ou malheureusement pour Nico Hülkenberg, qui va s'en mettre une dans le rail à gauche. Bon, Renault est la seule équipe qui ne marque pas de points, parce que finalement, les 9 équipes réussissent à se faufiler. Palmer n'y a pas été du tout le week-end, il a eu des problèmes techniques et autres, enfin bon, il n'y est pas. Voilà, de toute façon, je crois que son sort, il est réglé maintenant. C'est savoir par qui on le remplace, quoi qu'en dise Cyril Abiteboul, et il doit travailler là-dessus évidemment, mais il a raison de ne pas mettre la pression sur son pilote. Et puis là, Nico fait une faute et ça arrive à tout le monde. Voilà. Bon, alors écoute, je te propose quand même de revenir sur Hamilton parce qu'il s'est passé pas mal de choses avec lui. Et c'est une histoire de clash aussi, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, on en a dénombré au moins 4. Bon, Raikkonen-Bottas, on en a parlé. Mais le plus important peut-être, et tout le monde attend ton avis bien sûr, Hamilton-Vettel. Bon, alors, Hamilton est en tête, sorti d'un virage avant le restart, et donc Vettel accuse Hamilton d'avoir planté un coup de frein, il se met à sa hauteur, il se touche. Enfin bon, comment tu juges tout ça? Un brin d'histoire, si tu veux bien, pour le restart après le 12e tour, après le safety car du 12e tour, puisqu'on a bien compris, et c'est le jeu, qu'Hamilton laisse beaucoup de champ à la voiture de sécurité, de manière à pouvoir se relancer vraiment à fond dans la ligne droite, remonter ses pneumatiques en température et ainsi préserver sa première place, qui est normale. Ça, c'est une manœuvre normale. D'ailleurs, on se demande même s'il va pas dépasser le safety car avant qu'il rentre dans les stands. Il a bien calculé son coup, mais dans les stands, on a eu peur également chez Mercedes. Bon, il fait bien le coup. Donc, il essaie de refaire le deuxième. Alors, toute la discussion est de savoir s'il a ou pas planté un coup de frein. Il semblerait que la télémétrie indique que non. Maintenant, moi, comme tout le monde, en voyant l'image et à la place de Vettel, je me dis, il en plante un. Et alors, effectivement, non, il lève. Peut-être qu'il ne freine pas. Peut-être qu'il lève à la sortie de ce petit gauche et c'est vrai que Vettel attend une accélération. Donc, et faut se mettre à la place du deuxième qui est à quelques centimètres. Lui aussi, il anticipe, il guette, il se dit à un moment il va y aller, faut pas que je perde un dixième de seconde. C'est vraiment un départ. Et là, au lieu de ça, il lève, il vient le percuter parce qu'il n'a pas le temps de taper. Et là, évidemment, Vettel est en faute. Il est fou furieux. Donc, il vient à côté, il lui fait des grands gestes et il lui met un coup de roue. Et là, le coup de roue, c'est trop. Les gestes, les machins, ça, on peut comprendre l'énervement, la situation de tension extrême. Le coup de roue, non, ça, c'est du karting à 12 ans et demi. Je suis désolé, Monsieur Vettel, quadruple champion du monde, donc il est sanctionné, c'est normal. Voilà. Bon, pour reprendre, maintenant, ça veut dire que ces gens-là, avec 4 titres et 3 titres de champion du monde, ils sont chauds comme de la braise dès que les circonstances s'y mettent. Voilà. C'est vrai que moi j'ai tendance à penser que Vettel était plus sage quand il était plus jeune et qui commençait sa moisson de titres là. Depuis 2-3 ans, il est plus impulsif. C'est étonnant. Il est frustré. Vous vous rappelez l'an dernier, il avait démarré chez Ferrari avec ses 3 victoires la première saison. Il disait bon, ça y est, ça va le faire. La deuxième,
Nada, zéro, pas une victoire. Et là, il y croit. Là, il se dit, bon, ben, c'est bon, je suis en tête du championnat du monde. Une victoire avec Ferrari, ce serait quand même extrêmement prestigieux. Et je démontrerai à tous les malfaisants et les médisants du paddock que je suis capable d'être champion du monde avec une autre équipe. Et là où Alonso n'y est pas parvenu, enfin, tu vas venir, il y a beaucoup de symboles. Donc, il a tellement envie de cette victoire, de ce titre de champion du monde avec Ferrari, que ça le rend, bah oui, extrêmement nerveux et agressif. Voilà, c'est pas bien. Voilà, là, c'est clair qu'il méritait sa sanction. Voilà, il l'a eu, c'est bien fait pour lui. Quand la pénalité tombe, toi, tu ne cries pas au scandale, c'était légitime. Non, moi je dis là, le coup de roue, il est de trop. Ouais. Voilà. Alors, en revanche, je m'attends effectivement sur le coup à chaud à ce que Hamilton ait lui aussi plus ou moins une pénalité ou qu'on se donne le temps de la réflexion. Tant mieux s'il n'y en a pas. Moi, je suis jamais vraiment pour les pénalités, sauf pour les fautes énormes. Voilà. Et là, il y en a une de la part de Vettel. Voilà. Bon, le fait est qu'il y a quand même un coup d'arrêt pour Hamilton, puisqu'il y a cette histoire rocambolesque, finalement encore un élément de plus dans ce Grand Prix, où il essaye donc de maintenir sa protection autour de lui. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Alors, c'est incroyable, l'image, et tu as raison. Alors, quand on lui dit, même moi, on sait que, moi, je te jure, sur RMC en direct, je dis, il va s'arrêter, parce que c'est pas possible. D'abord, c'est assez complexe d'engager ce fameux headrest qui permet donc au pilote de, vous le savez, de maintenir les vertèbres en cas de choc, etc., et même de s'appuyer un petit peu la tête dans les courbes rapides. Bon, mais c'est surtout des questions de sécurité. Et là, je me dis, si ça s'envole à 300 et que le pilote derrière prend cet élément qui est pas lourd, mais qui est léger, mais qui peut voler. Oui, puis on voit même que c'est souple, hein, tu vois. Exactement. Là, oui, quand il appuie dessus. Alors là, c'est incroyable. Plus de 300 quand on le voit qu'il lâche une main et qu'il appuie sur le truc. Ça, c'est un gag. Ça va passer en boucle aussi. Oui. Bon, écoute, c'est normal qu'on l'arrête. Moi, je m'attends à ce qu'on lui sorte le drapeau noir avec le rond rouge, parce que là, c'est clair. Et l'équipe anticipe. Au début, il veut pas s'arrêter, puis on lui dit si, tu viens. Et mais c'est quand même un élément qui fait que la victoire lui échappe. Et oui, hein, ça c'est vraiment le coup du sort qui fait que totalement les deux pénalisés finalement. Lui par ce problème qui n'est pas prévu, mais bon, c'est comme ça. Et puis Vettel par la pénalité. Donc les deux se retrouvent au fond du classement. Bah, c'est un moyen, c'est vrai, de donner du piment à la course. Hein. Bon, alors je voudrais qu'on en arrive à notre troisième clash. Et là, il est d'autant plus important que maintenant qu'on sait qu'Hamilton allait avoir des problèmes, évidemment on ne peut pas le savoir sur le moment, mais maintenant qu'on sait Vettel sera pénalisé et que Ricciardo certes va remonter du diable Vauvert, mais on ne peut pas prétendre être certain qu'il va gagner, bah, il y avait une place royale pour les Force India. Hein, t'es d'accord? C'est clair. Et il y a donc eu cet accrochage entre Ocon et Perez. Alors là, je crois que vous êtes nombreux à attendre l'avis de ce clash. Je vais peser mes mots, parce qu'effectivement, on essaie de ne pas être trop partial, avec Esteban, évidemment. Bon, on s'était expliqué après le Grand Prix du Canada, on avait normalement tout remis à plat. Bon, on a compris, là aussi, j'aime bien l'expression, ils partiront pas en vacances ensemble. De toute manière, c'est toujours le cas dans une équipe. Tant que, bon, Perez a Ocon, c'est bien, c'est un petit qui débute, il est sympa. Et puis, évidemment, il montait en puissance. Et au Canada, il arrive à son niveau. Il demande même à passer devant. L'autre le fait pas. Enfin bon, on a compris la suite. Donc, on évacue le truc à travers deux conversations. Une à chaud après, une au téléphone ensuite, en disant, mais non, on s'est parlé, des deux côtés. Non, ça y est, c'est refermé. Bon, sauf que là, apparemment, bah, comme ils sont au même niveau de performance et qu'ils sont tout proches, même si on a cru longtemps que Esteban allait se qualifier devant Perez pour la première fois, mais non, deux pas derrière, pas encore. Donc ils sont l'un derrière l'autre. Et là, on a ce dépassement non terminé d'Esteban Ocon qui, là, sur cette opération-là, pour moi, c'est lui qui est fautif quasiment à 100%, parce qu'il est quasiment passé et il se rabat avec la roue avant gauche, évidemment, de Sergio Pérez. Et Pérez, il n'a pas de place, il est le long du mur. Là, il faut qu'Esteban, alors, il nous dit après, mais vous ne savez pas tout, Esteban, parce qu'il m'a donné un coup de roue, il m'a poussé dans les droites d'avant. Alors, j'en reviens au chapitre précédent. Vettel, oui, Esteban, mais il faut pas te faire justice toi-même. Là, c'est pareil, c'est à la direction de course, si jamais il y a une faute. Et puis là, t'étais passé, t'étais peut-être en route pour ta première victoire en Grand Prix. Donc, faut réfléchir à ça. Comme c'est un garçon intelligent, c'est un garçon lucide, je pense qu'il la refera pas deux fois, ça. Oui, sur le moment, il peut pas le savoir, mais maintenant, on se rend compte qu'il y avait un extraordinaire coup à jouer pour Force India. Il y avait un boulevard. C'est ça. Il y avait un boulevard. En tout cas, il montait sur le podium. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, on a vu Ricciardo dans un restart qui nous a doublé deux pilotes d'un coup, fabuleux. Donc là, il y a eu des dépassements géniaux. Il y avait Massa qui pouvait aussi bien se positionner. Massa a eu un souci aussi dans un restart. Ce qui fait que c'est Stroll, Jean-Luc, qui sort du chapeau. Stroll deuxième. Et à ce moment-là, on se dit, bah oui, il va être sur le podium et il le fait. Même si à la fin, il se fait doubler par Bottas, même si je pense qu'il a été très déçu. Mais enfin bon, qu'est-ce que tu penses de la performance de Stroll? Remarquable. Oui. En un mot comme en mille, remarquable. Alors, je crois qu'encore une fois, il a été très critiqué par certains. Chacun son opinion. Je ne vais pas me poser là aussi, hein, c'est moi qui ai raison et tous les autres ont tort. Nous, ici, on l'a défendu généralement parce qu'il était attaqué un peu durement. C'est un tout jeune pilote de 18 ans.
qui a besoin d'expérience. Et là, encore une fois, je déplore le fait qu'on ne roule pas assez en Formule 1 en essai privé. C'est une hérésie d'économiser de l'argent là-dessus. Il faut organiser des séances d'essais privés où les jeunes pilotes peuvent rouler. Alors, Williams en a organisé une à Austin, on l'a appris après, où il a pu rouler. Alors Austin, ça n'a rien à voir. Après le Canada. Hein. Et après le Canada, exactement. Avec une machine de 2014. Mais tout ça, c'est parce que papa a dû payer, évidemment, on a compris. Ben, on ne va pas lui reprocher à Stroll. Encore une fois, il a un palmarès formidable. Il mérite sa place en Formule 1. Et là, je crois qu'il a fait taire tous les malfaisants et tous les médisants. Ben oui, il est sur le podium. Alors bien sûr, sur la ligne, il se fait passer par Bottas. Mais il a le mérite de ne pas commettre d'erreur. Et je peux te dire, quand tu as cette cavalerie là derrière, quand tu as des gens de ce calibre-là, et que toi, tu es sur un circuit aussi piégeux, tu ne commets aucune erreur pendant les 51 tours, bah c'est admirable. Moi, je dis, je ne vais pas te dire ça encore, c'est de la graine de champion, mais là, il a été parfait. Je crois qu'il n'y avait pas moyen, il a fait mieux que Massa, tu l'as rappelé en qualif. Bah ça y est, la Stroll, maintenant, plus personne ne pourra le critiquer durement. Il fera des bonnes courses, il en fera des moins bonnes, il a encore plein de trucs à apprendre, mais à 18 ans, c'est remarquable. Bah ouais, donc ça, quelle sensation d'être sur le podium, devant donc Vettel et Hamilton qui finalement font 4 et 5, donc Vettel, pas si malheureux que ça, hein, de devancer Hamilton au bout de ce Grand Prix. Alors c'était sympa parce que les 10 ou 12 derniers tours, on avait donc effectivement Hamilton qui revenait sur Vettel, on avait Vettel qui revenait sur Bottas, et on avait Bottas qui revenait sur Stroll. Et puis à un moment on avait Stroll qui revenait évidemment sur Ricciardo. Donc c'était vraiment très sympa, il y avait beaucoup de suspense, on ne savait pas où ça irait, mais mathématiquement on avait bien compris que la remontée de Bottas était vraiment une chevauchée fantastique et que Stroll aurait beaucoup de mal, qu'il le rejoindrait. Et peut-être que derrière, alors c'est vrai qu'on s'est demandé pourquoi Hamilton n'était pas capable de dépasser Vettel. Vettel a fait les meilleurs tours en course. Vettel, il était à 1,5 seconde des temps en qualif. Donc à la fin, je peux dire qu'il était comme ça. Il a sorti tout ce qu'il voulait. Et puis lui aussi, il a compris qu'il y avait des gros points à prendre et surtout une position de leader à défendre. Et là, il reprend quelques points de plus que son meilleur adversaire. Surtout que là, on peut parler de meilleur ennemi même maintenant aujourd'hui. Donc là, c'est une belle opération pour Vettel qui a démontré le potentiel des Ferrari finalement en course. Bon, c'est vrai que les péripéties de la course l'ont amené à repartir de très loin. Mais bon, je crois que le scénario de ce Grand Prix, il est quasi formidable. Ah oui, non. Mais... Attends, j'ai encore au moins 3 questions à te poser. Bah oui. Clash, j'en ai gardé un. Bon, c'est un peu plus anecdotique, mais quand même, ça fait une image qu'on n'a pas dû apprécier chez Sauber, voir Verlaine et Ericsson qui vont encore se frapper, enfin se toucher. Alors certes, Verlaine termine dans les points, mais bon, là aussi, je crois pas qu'ils partent ensemble en vacances ensemble. Hein. Maman Kalterborn revient. Effectivement, les deux galopins là. Oui. Bah oui, mais ça c'est pareil. Ils défendent leur place en Formule 1. On sait qu'ils sont tous les deux extrêmement ambitieux. On connaît la nature de Verlaine qui est quand même assez ombrageux, on va dire ça comme ça. Mais je mets pas tous les torts de son côté. Hein. Bah, c'est évident que quand on est dans les fonds du classement et que on se dit c'est un Grand Prix de folie, il y a peut-être une occasion de reprendre un point, comme Verlaine l'a déjà fait. Bah tout le monde est énervé. Et bon, évidemment. Faut pas attendre de cadeaux ni de passe droit. Bah, ils vont se rentrer dedans à chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Voilà. Surtout tant qu'il n'y a pas quelqu'un à la place de Monisha qui est en mesure de les tenir éventuellement, puisqu'on dit qu'elle est partie justement à cause du fait que fallait-il ou pas privilégier Verlaine en premier pilote ou Ericsson parce qu'il amenait des sous. Enfin bon, l'histoire elle est complexe. Hein. C'est malheureusement une histoire sur laquelle également on doit se pencher du côté de Liberty Media parce que permettre aux petites écuries, c'est pas méprisant, de vivre normalement sans attendre la manne évidemment des annonceurs et sans avoir un pilote, je le dis, comme chez Renault avec Palmer qui est là parce que on a amené une poignée de dollars. Et c'est pas insultant pour personne, mais c'est la vraie raison de la présence dans l'équipe au départ. Ouais. Fernando Alonso, 9e. Alors, 40 places de pénalité. Bon, ça, la comédie continue, hein, ça, ok. Après, c'est le goudron et les plumes. Il reste plus ou le départ en marche arrière depuis décembre, comme je dis. Mais le fait est qu'à un moment donné, je crois qu'il est même 5, sur le circuit qui peut-être était le plus pénalisant, enfin ce qu'on aurait peut-être pu considérer comme tel. Bon, alors quel est ton avis sur cette histoire encore incroyable? Tu sais ce que je vais te dire, c'est pour rigoler. Hein. Il s'est fait super plaisir à Indianapolis, peut-être qu'à Monaco, il pouvait faire la même. Bah oui, parce que un circuit en ville, un circuit atypique, un circuit où la puissance moteur est moins importante, un circuit où il faut de l'agilité, manifestement le châssis McLaren en a, où il faut du courage, où il faut de la virtuosité, où il faut de la vista, c'est un circuit pour Fernando. Donc là, on avait tout ce qu'il fallait, et pourtant, il y avait des longues lignes droites où on peut imaginer que le moteur Honda était à la peine, et on l'imagine même pas, on l'a bien vu, il était comme ça, il rendait 15 ou 20 km/h en vitesse de pointe, c'est jamais facile, mais il s'en sort, et il termine, c'est vraiment génial, il marque des points, il marque 2 points, les premiers points de l'équipe McLaren Honda. Bah écoute, je suis ravi pour lui, et je suis ravi pour McLaren Honda, évidemment. Alors c'est vrai qu'il a dit, on aurait dû gagner cette course, mais ce qu'il veut dire, c'est que, considérant le statut de McLaren, cette équipe historique, son palmarès, en temps normal, McLaren doit être là pour récupérer la mise. Alors là, il se lamente, finalement c'est à contrario que non, on n'est que 9e. Écoute, on en remet une couche. S'il part 12, 13e, c'est sa place sur la grille, même avec la performance d'aujourd'hui. S'il part à sa place,
va savoir. Ouais. En partant, puisque Ricardo est parti 10e, bon, il aurait eu un peu de mal peut-être, mais monter sur le podium, pourquoi pas? Il pouvait, manifestement, vu les événements. Puis c'était un élément de plus à dépasser, etc. Et on peut faire confiance à l'oiseau pour avoir une stratégie fine et pour savoir lui aussi résister au dépassement des adversaires. Non, il y avait un super coup à jouer dans le top 5, ça c'est sûr. Bon. Ça c'est certain. Alors ma dernière question justement, elle sera toujours en continuant sur Alonso et en débordant, tu vas voir toute la subtilité de la chose. Je fais confiance. Est-ce qu'on peut aborder déjà les rumeurs de transfert? Est-ce qu'Alonso va être la pièce maîtresse des transferts 2018? Et est-ce qu'il ne faut pas rajouter depuis ce week-end Max Verstappen dans l'équation, qui sera certainement très déçu puisqu'il abandonne assez rapidement, mais qui avait tous les moyens a priori pour mieux faire encore que Ricciardo. En tout cas, il avait été mieux depuis le début du week-end. Mieux que premier, c'est difficile, mais au moins aussi bien ça. Or, depuis le début de l'année, on voit bien que, en tout cas depuis quelques Grands Prix, que Verstappen traîne un peu sa 4 misère. abandons aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu crois qu'effectivement Verstappen pourrait être aussi sur le marché? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Comment tu sens éventuellement tout ça? Je pense qu'il sera sur le marché si, pareil, si le moteur Renault ne progresse pas et si réellement Red Bull n'est pas en mesure de lui garantir qu'il aura une machine pour gagner l'an prochain. Et je pense qu'effectivement, c'est une des pièces maîtresses. Le talent, il est là, indubitablement. La maestria est là. Il a déjà remporté un Grand Prix, faut-il le rappeler. C'était finalement une entrée en matière trop belle, je vais presque dire, parce que depuis, il n'a pas réussi à rééditer son exploit. Non, mais au Japon, par exemple, au Brésil, je veux dire. Oui, Brésil. Non, il est bien sûr que... Alors, Red Bull a un contrat verrouillé, ça va coûter cher. Je ne sais pas qui va le faire sauter, mais on sait très bien qu'un contrat en Formule 1, ça ne vaut à rien. J'insiste lourdement. Par parenthèse, si on a su combien gagnait Fernando Alonso. Oui, parce qu'il fait partie des sportifs les mieux payés du monde. Voilà, mais c'est parce qu'on a su qu'il touchait 305 000 $ à Indianapolis pour ses 27 tours en tête, etc. Et que ça représentait 3 jours de salaire. Donc il prend 100 000 $ par jour, donc il prend 36 millions de dollars par an. Le calcul est super simple, c'est ce qu'on savait, hein. Mais là on en a confirmation. Donc j'en reviens à ce que tu dis. Oui, pièce maîtresse numéro 1, Alonso, évidemment, qui est toujours aussi, qui a toujours soif de victoire, la preuve, qui est toujours aussi talentueux et qui est vraiment un gâchis, quoi. Là il faut, ou McLaren, et je vois pas trop comment dans les 2 mois qui restent, lui assure d'avoir une monoplace pour être capable de remporter des Grands Prix à minima et surtout de gagner ce 3e titre, parce qu'on rappelle qu'il en est qu'à 2, lui. Gagner un 3e titre de champion du monde, ça c'est après quoi il court, et là je pense qu'il fait une croix pour Indy pour le moment, etc. Ou pas, auquel cas il va ailleurs, et là tout est ouvert. Effectivement, on parle évidemment de Ferrari aux côtés de Vettel, mais Vettel doit encore reconduire, parce que effectivement Raikkonen, je pense quand même que à la longue, on va le passer dehors. Donc là, il y a un beau baquet à prendre, surtout que les Ferrari vont vite, même si l'expérience d'Alonso chez Ferrari n'était pas convaincante, je l'évoque quand même. Bon, même si Bottas fait le boulot chez Mercedes, et évidemment, Bottas est excellent. On ne dit pas tout de suite qu'il sera là de manière certaine l'an prochain. On dit rien. Toto Wolff dit mais non. Que ça laisse un peu la place pour quelqu'un. Il y a eu un dîner quand même avec Briatore qui ressort du trou. Briatore et Toto Wolff. Bon, c'est pas tout à fait le même genre de beauté. Donc à mon avis, c'est pas pour parler. Il y avait Loda aussi, d'ailleurs. Exactement. Donc ça fait un peu rencontre au sommet. Donc bon, on a dû dire, au fait comme ça, et qu'est-ce qu'il fait l'an prochain? À la fin, entre la poire et le dessert, comme on dit. Qu'est-ce qu'il fait finalement Alonso? Non, c'est juste pour... Bon, oui, ce sont... va peut-être falloir se pencher là-dessus. La silly season, elle est partie. Là. Elle va durer jusqu'en septembre. Parce que la réponse d'Alonso à McLaren est prévue pour septembre. Bon, écoute, on n'a pas le temps, mais Magnussen, quand même, qui a été bien devant Robin Grosjean, je suis désolé de le dire ça comme ça, mais enfin, qui est dans les points, 7e. Sainz, qui finalement fait 8, malgré le fait qu'il soit parti en tête avec eux tout de suite. Bon, voilà, tout le monde s'est finalement un petit peu mis en évidence, et c'est vrai que ce Grand Prix était un Grand Prix fou. Voilà, un Grand Prix fou. Et puis sur le podium, tu as constaté comme nous que la première dame d'Azerbaïdjan est aussi vice-présidente, donc je crois qu'on verrouille bien côté pouvoir au niveau... Chacun ses problèmes. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Jean-Luc, écoute, allez, je crois que c'est tout pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais là, on a quand même vécu quelque chose d'assez spécial. Si ça pouvait continuer comme ça pour l'Autriche, on va pas se plaindre. Non, en tout cas, on en parlera ensemble dans 15 jours. Absolument. Voilà. Bon, allez, merci à toi, Salut, merci à vous et à bientôt. Salut. Salut.